de vous accueillir en direct des studios de BFM pour cette webconférence dédiée aux enjeux de la cybersécurité. On est dans les studios de BFM parce que vous le savez peut-être, BFM c'est un média qui fait partie du groupe Altis comme SFR. Et We Take Care, en partenariat avec SFR, organise plusieurs fois par an des webconférences autour des enjeux notamment liés à l'inclusion numérique. Quel est l'objet de cette webconférence ? Eh bien, c'est de vous apporter des analyses, des expertises et, on l'espère, des solutions concrètes qui vous seront utiles dans votre quotidien. Donc, on a imaginé ce format de webconférence avec Jean Dédier il y a quelques années, puisque Jean, c'est un expert, s'il y en a un en France, c'est l'expert de l'inclusion numérique qu'on accompagne dans ses projets depuis plus de 10 ans maintenant. Et on a eu envie de partager cette expertise. On s'est dit que le meilleur moyen, c'était de mettre autour d'une table le monde de l'entreprise, le monde associatif et les pouvoirs publics, en premier lieu desquels les collectivités locales. Donc on est ravis de faire partager cette expérience et cette 5e webconférence dédiée aux enjeux de la cybersécurité. On a l'honneur de la co-organiser avec l'Association des petites villes de France, avec Jean-Michel Morer, qui est vice-président de l'association, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Michel, à vous la parole. Très, très rapidement, hein, effectivement, c'est intéressant d'ailleurs de lier la problématique de l'inclusion et de la cyber. Parce qu'effectivement, la cybercriminalité, ça ne s'attaque pas qu'aux puissants, ça frappe tout le monde, ça frappe tout type d'entreprise, tout type de collectivité, et ça frappe chacun. Et surtout, ce n'est pas un risque qu'on oubliera derrière, parce que c'est un nouveau paramètre avec lequel il faut vivre, et donc ça va changer pas mal de paradigmes. Et les petites villes, et notamment, ont commencé à attaquer la cyber, d'ailleurs par l'inclusion numérique, hein, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur tout, et j'étais encore hier au ministère sur le plan France Numérique Ensemble, donc c'est vraiment un enjeu fort, et on ne pourra écarter la cyber de cet enjeu de société. Très bien. Merci Marie Lermelin, merci Jean-Michel Morer pour ce mot d'accueil. Je me présente, je suis Jean Dédier, je suis le directeur et le fondateur de We Take Care, une association qui agit en particulier sur le développement de l'autonomie numérique de tous. Je suis ravi d'animer cette conférence, vous l'avez dit, sur un sujet qui menace, on va dire, le bon fonctionnement de notre société à différents niveaux. Et d'ailleurs, on va l'aborder, cette conférence, sur 2 angles. Un premier angle, collectivité, comment former, mobiliser, outiller les élus, mais aussi les agents des collectivités territoriales. Et puis l'angle citoyen, finalement, comment prévenir tous nos concitoyens de ce risque numérique et quelque part leur donner les moyens, si j'ose dire, de naviguer sur ce net dans des conditions plus sûres. Alors pour nous éclairer, nous avons la chance d'avoir un panel d'experts et de témoins qui va venir nourrir ce débat. Laurent Verdier, directeur formation, pédagogie, sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour Jean. Bonjour. Frédéric Descamps, responsable des marchés publics chez Advance, cabinet de conseil expert des sujets de cybersécurité. Nous aurons Mathieu Hennebeau, qui est directeur sécurité d'Altis, Maïtena Scobel, qui dirige l'activité de conseil de We Take Care. Et enfin, nous aurons un témoignage de terrain d'une bénévole, Camille Fernandez, qui agit sur ce sujet au sein de l'association Florimond. Donc merci à tous de votre participation. Lançons cette conférence et je vous propose une courte introduction qui vise à dresser un panorama. Finalement, quelle est la typologie des agressions que l'on voit sur le net ? Finalement, quelle est l'intensité de cette problématique ? Et puis, est-ce qu'il y a une évolution sur ce sujet-là ? Frédéric Descamps, je vous laisse nous faire ce panorama. Très bien, merci Jean et bonjour à tous. 2 mots sur Advance, effectivement, on est un expert en cybersécurité, on ne fait que ça et on accompagne notamment énormément le monde du secteur public, collectivités territoriales, mais aussi hôpitaux. Je vais commencer par un simple constat, un chiffre, un fait qui est indiscutable. C'est une statistique qui vient de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui nous dit avoir mené entre janvier 2022 et juin 2022 187 interventions pour répondre à des incidents de sécurité dans le monde des collectivités territoriales. Donc,
Ça fait à peu près une dizaine d'interventions par mois. J'espère pouvoir avoir rapidement en janvier les chiffres de cette évolution sur la deuxième partie de l'année. Et on voit bien aussi que ça représente 17% de toutes les interventions menées par l'ANSSI pour répondre à des incidents de cybersécurité. Peut-être nous préciser ce que c'est que l'ANSSI. Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, une agence qui s'est énormément développée ces dernières années et qui travaille et qui nous aide et qui aide l'État français, qui fixe des règles aussi, des cadres. C'est notamment cette agence qui définit des qualifications pour qualifier les prestataires. Donc il y a les prestataires d'audit en sécurité des systèmes d'information, en réponse à incidents de sécurité, etc. etc. Donc ils nous offrent tout ce cadre et ils ont aussi une capacité d'intervention très forte et très qualitative. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est finalement quelles sont les menaces, qu'est-ce qu'on a pu constater comme menaces sur le terrain. Alors on a celle qui fait le plus peur à tout le monde aujourd'hui, c'est l'attaque par ransomware, donc qui consiste à vous bloquer un système d'information et à vous demander une rançon pour le débloquer. Alors les impacts sont très nombreux, ça peut être la paralysie totale d'une collectivité, d'une petite ville, d'une commune, paralysie totale. Alors, paralysie totale, si pendant quelques temps, on ne peut pas prendre en charge des inscriptions à un conservatoire, on survivra, on peut s'organiser différemment. Mais quand il s'agit de verser, par exemple, des aides sur un territoire rural, etc., ça devient beaucoup plus compliqué et c'est une vraie paralysie. Le deuxième impact, c'est l'impact financier, puisque on vous demande une rançon. Alors, évidemment, on conseille le plus possible de ne pas payer les rançons pour deux raisons. La première, c'est que si on paye les rançons, on encourage le système, puisqu'il est rémunérateur. Et la deuxième raison, c'est que même en versant une rançon, vous n'êtes absolument pas certain de récupérer l'intégralité de vos données. Donc voilà. Et il y a le deuxième effet qui se coule aussi, comme on dit souvent, c'est d'abord je veux récupérer, et ensuite il y a la deuxième demande de rançon qui arrive pour dire finalement je vous ai volé toutes vos données. Si vous ne voulez pas que je les revende à d'autres et aux plus offrants, il faut me verser encore un petit peu d'argent. Et souvent, on n'en parle pas assez, ce sont les impacts humains. Alors, il y a l'impact humain du citoyen, puisqu'on s'est fait, par exemple, voler des données. Et donc, on a des données du citoyen qui sont, comme ça, exposées au grand jour. Mais il y a aussi les impacts humains à l'intérieur même d'une collectivité. On doit mettre sur le pont toutes les ressources disponibles pour envisager, espérer un retour à la normale. C'est épuisant. C'est absolument épuisant et on a pu constater chez certains clients des dégâts humains importants de gens qui sont à bout de force au bout de quelques mois, puisqu'on parle souvent de plusieurs mois pour avoir retrouvé un fonctionnement nominal. Évidemment, le vol de données des citoyens et puis un bien connu aussi qui sont les arnaques au président. Là, l'impact, il est directement financier. On vous écoute pendant un moment et on vous appelle avec des techniques de persuasion de plus en plus sophistiquées et de plus en plus naturelles surtout. On recrée un environnement que vous connaissez et on appelle en disant on est tel client et on fait un changement de RIB. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans aussi, c'est qu'avant, on recevait un mail, c'était bourré de fautes d'orthographe, c'était mal écrit, etc. Aujourd'hui, le monde de l'attaque est de plus en plus organisé, structuré, industrialisé. On a des spécialistes de craquage de mots de passe qui ensuite revendent ces bases à d'autres spécialistes qui eux-mêmes font appel à des développeurs qui développent des exploits. Bref, on a une industrie comme ça qui est parfaitement bien segmentée et qui, mise bout à bout, se révèle de plus en plus efficace. Donc ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. C'est beaucoup moins risqué que le trafic de drogue et c'est beaucoup plus lucratif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir finalement quelles sont les motivations des attaquants. Ils ne font pas ça pour s'amuser, encore qu'il peut y en avoir. C'est parfois plus ou moins rationnel ou irrationnel, mais c'est principalement des attaques à but lucratif. C'est pour ça que d'ailleurs une industrie s'est structurée autour des attaques cyber, c'est parce que c'est rémunérateur. Donc c'est pour faire de l'argent purement et simplement.
Après, il y a d'autres typologies d'attaques qui sont des attaques, par exemple, à but de déstabilisation. Donc là, les motivations sont un peu différentes. C'est je veux déstabiliser, alors ça peut être, je sais pas, un camp politique, je veux déstabiliser une collectivité, je veux déstabiliser un concurrent. Et du coup, je l'empêche de travailler en mode nominal et je l'oblige à travailler en mode dégradé. Donc je nuis à son efficacité. Là, ça peut être des activistes, ça peut être il peut y avoir aussi des attaques de pays. Hein, on le voit en ce moment dans un contexte géopolitique. Alors, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais on vit dans un monde un peu dangereux actuellement. Et la cybersécurité est devenue, le cyberterrorisme est devenu une arme comme une autre, particulièrement bien employée et de plus en plus employée. Il peut y avoir aussi des attaques à but d'espionnage, hein, quand je cherche à savoir ce qui passe au ministère de je ne sais quoi pour comprendre quelles sont les grandes tendances et avoir de l'information. On parle vraiment de guerre de l'information, et c'est pas sur un plateau de télé, dans une chaîne de télé, de dire à quel point l'information est importante, parce que plus j'ai d'informations et plus cette information est qualifiée, au plus j'ai de coups d'avance sur ceux à qui je veux nuire ou ceux avec qui je suis en concurrence. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire sans noyer dans les chiffres, en espérant que ça a été suffisant. Merci Frédéric Descamps pour cette présentation 360 degrés qui pose bien notre sujet. Et je vais me retourner vers vous, Jean-Michel Morer. Comment les petites villes vivent-elles aujourd'hui avec ce risque? Et puis, est-ce qu'il y a une spécificité petite ville? Alors déjà, premier point, on vit tous avec ce risque. C'est un constat. Alors, même si ce n'est pas l'apocalypse, c'est un monde qui évolue et il faut renforcer nos capacités de résilience, nos capacités d'agilité et puis avoir une démarche également préventive mais active. Dire que le risque ne frappera pas une petite ville ou un petit village parce qu'il est petit ou petite, c'est ne pas comprendre que globalement l'attaque, elle est anonyme, elle est massive, elle est globale et parfois, elle n'est pas intentionnelle et dirigée vers tel ou tel parce qu'il est puissant, mais vers tous. Et en pourcentage, il y a ceux qui sont mieux protégés, d'autres moins protégés. Et à partir de là, c'est ce qui fait la différence par rapport à cela. Bon, alors, effectivement, la PVF, les petites villes de France, sont préoccupées très tôt de cette question, puisque je faisais partie des négos avec le gouvernement sur le plan France Relance. Et nous, on avait vraiment coché la case cybersécurité. On a amendé la feuille de route du gouvernement sur ce point parce que les collectivités ont dit qu'il y avait notamment dans les problématiques numériques à venir et immédiates à résoudre le problème de la cybersécurité qui est alors, ne pas le résoudre, mais agir dans cette direction parce que c'est vraiment stratégique. Alors, à quel niveau se situe? Alors déjà, je vais parler au niveau de l'association et puis après au niveau des collectivités. Au niveau de l'association, donc, on a été moteur avec d'autres associations d'élus sur ce risque et on a essayé d'essayer de voir comment pouvait être le plus utile. Parce que c'est ça, en fait, dans une association d'élus, c'est comment être le plus opérationnel, le plus utile, des fois en discutant les textes de loi, en faisant du lobbying, mais également en travaillant sur la problématique de quel partenaire privilégier, quel partenaire pressentir, etc. Et très clairement aussi, on avait été en négociation au début de la création de la CIMA avec le GIP, et il nous semblait, au regard de la richesse des ressources faites par cybermalveillance, que pour nous, le plus utile serait de rejoindre directement cybermalveillance et de relayer un peu, de faire leur porte-parole de ce qu'ils pouvaient émettre, parce qu'on ne va pas réinventer le fil du beurre, à couper le beurre quand il existe. Ensuite, effectivement, il y a tout ce travail de vulgarisation, de résilience à aboutir, en partant du principe également, et je vais être très, très clair et cash, que le risque cyber, il commence aussi dans l'armoire de connexion de fibres de l'espace public. C'est un risque cyber, parce que ça, on l'évacue, mais on ne va pas en Russie, on ne va pas en Chine, on ne va pas dans le dark web, mais c'est un risque cyber qu'il faut intégrer. Et puis, effectivement, il y a cette problématique de monter en compétence. En partant du principe, et je reprends mon propos liminaire, que le risque cyber, on devra vivre avec. C'est-à-dire que ce n'est pas un risque qu'on va éviter. Ça veut dire qu'il va falloir développer une culture du risque par rapport à ça. Ça veut dire travailler sur le facteur humain, travailler aussi sur des dispositifs en infra qui permettent de filtrer et de limiter le choc des attaques, de travailler aussi sur l'agilité, la résilience, qui fait que quand vous avez une attaque, j'en ai eu en tant qu'élu, eh bien l'important c'est de pouvoir
réhabiliter et remettre la machine en marche très rapidement avec le moins de dégâts pour la collectivité. Ça veut dire également qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique du système d'information lui-même de la structure, qu'elle soit petite ou grande, parce que ce n'est pas un problème de taille de collectivité. On a eu des conseils départementaux de gros hôpitaux qui ont été totalement déstabilisés, donc ce n'est pas un problème de taille, c'est un problème de maturité, d'appréhension du risque et d'organisation préventive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la problématique donc, de l'infra, il y a la problématique de la formation de nos personnels, des compétences, montée en compétences, mais pas une montée en compétences avec un savoir qui ne va pas être devoir remis à jour. On sait quand dans une période, il faudra remettre régulièrement à jour ces compétences. Ce qui a été dit sur la sophistication des messages des pirates, avec notamment tout ce qui est IA, etc., on voit bien qu'on va vers là. Mais également, s'occuper d'un champ qui est celui de nos prestataires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la donnée, elle est de moins en moins hébergée chez nous. Elle est de plus en plus hébergée dans le cloud, avec des prestataires. Et on a vu des faillites de prestataires. Et c'est pour ça aussi que tout le travail que fait l'ANSSI, notamment sur le Sectum Cloud, etc., est un travail complémentaire de ce qu'on peut faire. En fait, le mieux qu'on puisse chacun agir à sa place, c'est bien comprendre qu'on est dans une chaîne, que cette chaîne, elle est importante, qu'il faut qu'il y ait transmission, que chacun fasse sa part de boulot, et aussi se dire que de toute manière, il faut s'y mettre le plus rapidement possible. Alors, j'ai une question. Vous avez évoqué dans cette chaîne les élus et les agents, en fait, en gros, les hommes. Votre sentiment, c'est qu'ils sont prêts, ils sont sensibilisés, ils sont formés? Alors, quand on parle de cybersécurité, il y a un maître mot, c'est l'humilité. C'est-à-dire que, très clairement, la vérité du jour n'est pas celle de la veille et pas celle du lendemain. Un des problèmes qui a été très déstabilisant pour beaucoup de systèmes hôpitaux ou grandes collectivités, c'est d'avoir la vérité et pas l'humilité. C'est-à-dire que très clairement, le risque, il est partout, il peut attaquer partout, etc. Donc, paradoxalement, j'aurais tendance à dire, et ça répond à votre question sur la formation, que la problématique n'est pas le risque. C'est comment y répondre et comment réagir après qu'il y ait eu les dégâts. J'en parle tranquillement parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu une attaque. Ça n'a pas été jusqu'au ransomware parce qu'on avait établi des procédures qui permettaient de nous alerter en amont. Mais clairement, ça nous a déstabilisé un jour et demi. Ça nous a surtout permis de vérifier que nos process étaient pour l'instant, et je suis toujours très humble, corrects, puisqu'on a pu rétablir le système d'information, rétablir tout ce qui était en un jour et demi. Ça nous a permis quand même d'analyser quelques points faibles du dispositif amélioré, de notre dispositif, parce que de toute manière, toute attaque n'est pas le malheur en soi, mais est un enseignement sur lequel, bien évidemment, quand on a fait le travail en amont, eh bien, il faut savoir tirer les bonnes leçons pour essayer de s'améliorer, d'être un peu moins mauvais que la veille. Merci Jean-Michel Morer. Un des dispositifs d'État développés pour contrer ces risques cyber, c'est l'organisation cybermalveillance.gouv.fr. Laurent Verdier, pouvez-vous nous préciser quelle est cette mission ? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Verdier du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre les cybermalveillances, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et avant toute chose, au nom de Jérôme Notin, notre directeur général, donc responsable du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance, je tiens très chaleureusement à remercier les organisateurs de cette webconférence de nous y avoir conviés, d'autant plus que j'ai l'honneur de partager ce plateau avec Jean-Michel Morer, donc APVF, qui est un membre récent, mais très dynamique du dispositif et voilà, avec qui on travaille sur de nombreux sujets. Pour synthétiser à l'extrême, pour recontextualiser un petit peu ce que nous sommes, je voudrais quand même rappeler que nous avons été voulus par nos autorités au travers de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique en 2015, tout simplement parce qu'il y avait un énorme trou dans la raquette, si vous me passez l'expression, en termes de protection pour 3 types de populations. Le grand public, les PME, les TPE et les collectivités territoriales. Et ceci pour 3 missions essentielles. La première, une mission d'assistance, c'est-à-dire aider concrètement, immédiatement, une victime quand celle-ci, issue de ces 3 publics, est victime d'une cybermalveillance. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de ces publics de manière complètement gratuite des contenus sur la définition des cybermalveillances, l'état de la menace en termes d'actualité et enfin des outils de sensibilisation. Et troisième mission, fort de ces 2 premiers cercles vertueux, observer concrètement les attaques, les cybermalveillances qui traversent le pays, remonter ces statistiques anonymisées à nos autorités pour mieux
orienter les politiques publiques menées aujourd'hui en France dans le domaine des luttes contre la cybercriminalité. Alors, par rapport aux collectivités territoriales, je l'évoquerai un peu plus tard, mais effectivement, nous travaillons depuis un peu plus de 3 ans maintenant de manière très active avec des représentants de l'écosystème et des collectivités territoriales. Mais d'abord, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous percevons par rapport aux attaques qui ciblent ces mêmes collectivités? Et sur quel type de menaces, finalement, vous Voilà. sollicitent les collectivités? Avec aujourd'hui plus de 900 000 parcours d'assistance victimes réalisés depuis notre lancement en octobre 2017, la catégorie des collectivités territoriales est principalement impactée par 4 types de menaces. La première, et la plus prégnante depuis 1 an, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Ça a été évoqué tout à l'heure. Ça va être ce faux mail, ce faux SMS, ce faux appel téléphonique et depuis peu ce faux QR code qui vont permettre aux attaquants de tromper la victime et d'obtenir de sa part un couple identifiant mot de passe, un document financier, administratif, ou la faire cliquer sur un lien malveillant pour lui faire remplir un formulaire qui n'a rien d'officiel. Ça, c'est vraiment une menace majeure, transverse, qui, auprès de nos publics professionnels, a remplacé la menace des rançongiciels, des ransomware. Alors, ces ransomware sont toujours présents, comme ça a été dit tout à l'heure, mais même l'ANSSI, l'année dernière, a noté un léger ralentissement dans la progression des rançongiciels. Et pour nous, effectivement, ils sont à la 2e place. Et la 3e place est occupée par ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Nous avons tous démultiplié les accès, les services, les boîtes de messagerie, et qui plus est, nos activités numériques ont radicalement changé, notamment depuis les confinements qui ont marqué la crise sanitaire. Et nous protégeons ces accès et ces services, malheureusement, avec des mots de passe trop simples, trop facilement devinables, ou alors un mot de passe fort, mais que je vais utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est-à-dire que si les attaquants parviennent d'une manière ou d'une autre à se procurer ce ou ces mots de passe, ils possèdent l'intégralité de nos activités, de nos identités numérique. Et enfin, 4e place, et je tiens à l'évoquer parce que tout à l'heure elle a été mentionnée, mais il y a des enjeux particuliers, je pense, pour les collectivités, c'est ce qu'on appelle la violation de données. C'est-à-dire que c'est une atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité de données internes, confidentielles, qui peuvent relever à la fois des agents, des missions de service public de proximité pour les collectivités ou des administrés. Et effectivement, quand les collectivités sont victimes d'une intrusion sur leur système d'information, ce qui peut motiver les attaquants, c'est de s'emparer de ces données et de les réutiliser très rapidement dans une optique frauduleuse. Voilà pour l'essentiel et en quelques mots ce que nous percevons des menaces cyber vis-à-vis des collectivités territoriales. J'ai une petite question complémentaire. Pardon. Finalement, comment est-ce que vous aidez ces élus, ces agents à anticiper ce risque cyber dans cette mission de sensibilisation ? Alors justement, la prévention, effectivement, c'est vraiment notre cœur d'action avec l'assistance quand malheureusement une victime est ciblée par une cybermalveillance. En matière de prévention, la première chose qui nous a semblé importante, c'est de mieux connaître les collectivités et leur écosystème. Et c'est pour ça que depuis bientôt 3 ans, nous pilotons un groupe de travail avec nos membres, donc APVF en fait partie, mais également l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'Association des maires de France, la Banque des territoires et plein d'autres, et ce qui nous permet d'échanger avec ces acteurs, de mieux les connaître. En 2022, nous avons réalisé une enquête sur les usages en matière du numérique et de cybersécurité sur les communes de moins de 2500 habitants, qui a été très enrichissante, que nous avons publiée, qui est disponible gratuitement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et cette année, nous recommençons cet exercice avec les communes de moins de 25 000 habitants. Et nous travaillons actuellement sur les résultats et nous les publierons très bientôt. Très bien, donc rendez-vous sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Un autre acteur très présent quand on parle de numérique sont les opérateurs et sur la sécurité en particulier le groupe Altice. Mathieu Hennebeau, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quel est finalement votre ressenti sur la pénibilité pour les collectivités sur ce sujet de la cybersécurité ou plutôt des risques de cybersécurité ? Alors, justement, donc ça a été largement évoqué en termes de statistiques et de phénomènes observés. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'on l'a dit, on a une digitalisation nécessaire en fait, donc des collectivités, la recherche de performance, d'efficacité, et
ça mène donc naturellement les collectivités à devoir innover, transformer en fait leur système d'information. Donc nous, on observe effectivement bien ces changements, en l'occurrence, avec donc des besoins qui peuvent être à la fois orientés pour besoins internes de fonctionnement, donc ces collectivités territoriales, également orientés vers les usagers. Donc. Et on parlait donc de post-confinement, etc. Donc ces évolutions en fait de besoins, on observe vraiment, et c'est naturel, des besoins tels que la connectivité des agents en mobilité, les besoins de communication, le raccordement justement d'entités de ces collectivités qui peuvent être étendues sur le territoire, ou encore maintenant de plus en plus d'outils et d'objets connectés pour récupérer de l'information, être en capacité à prendre des décisions. Quand on vient y greffer, parce qu'on en parlait également, l'accès de tiers potentiellement mainteneurs ou infogéreurs, je dirais qu'on a une explosion en fait de cette hyperconnectivité couplée, comme on le disait, donc sur des besoins cette fois-ci orientés vers les usagers, ou comme on le disait, les services évoluent. On met à disposition maintenant donc, des usagers de nouveaux services en ligne pour leur faciliter la vie, rendre les démarches un peu plus rapides, comme prendre des rendez-vous, souscrire à des services, etc. Et donc du coup, quand on ajoute ça, ces besoins donc, du coup, aux évolutions technologiques qui sont quand même importantes et dont on veut profiter, notamment que ce soit les réseaux sociaux, la robotique ou encore, je dirais, les aspects de cloud ou de big data, etc., on a un corollaire, effectivement, qui amène cette forte exposition donc, aux menaces, aux risques, et donc du coup, par répercussion, aux attaques quand elles se concrétisent, justement. Et ce qu'il faut quand même donc, noter, c'est qu'en plus donc, de ces évolutions, on a aussi un cadre réglementaire aussi qui évolue, lui aussi, avec... c'était déjà le cas, notamment, on pourra citer le RGPD, donc sur la protection des données à caractère personnel, parce que c'est un réel enjeu, comme on vient de se le dire, donc protéger la donnée des usagers, des personnels donc, de ces collectivités, et d'autres à venir, tels que la Network Information and Security, donc la NIS dans sa version 2, qui, alors suivant des critères encore à définir, amènera certaines collectivités à être... Donc du coup, on est effectivement sur, on l'observe, des enjeux de cybersécurité qui sont majeurs, avec également dedans, je l'inclus, la protection des données, notamment à caractère personnel. Alors du coup, quels sont les moyens pour prévenir de ces risques? Voilà. Les bonnes pratiques. Alors, donc du coup, ça restera évident de dire que dès lors que l'on va concevoir un système, d'embarquer ces considérations de cybersécurité, maintenant on ne conçoit pas non plus de nouveaux systèmes tout le temps, de rien, tous les jours. Comme je le disais, on les fait évoluer, on innove. Donc c'est l'occasion justement de poser une démarche et une réflexion dès lors que l'on va être amené à proposer un nouveau service, le faire évoluer, son système d'information, et pour autant, sans même dire le faire évoluer, de s'arrêter quelques instants, effectivement marquer un temps d'arrêt pour justement dérouler une démarche est importante de cybersécurité, et elle se concrétise, j'irais, suivant 3 grands piliers qui vont être prévenir, agir, réagir. On a parlé de beaucoup de ces différentes postures, et le cercle des experts cyber déroule plus ou moins toujours de toute façon cette démarche structurée avec justement, parce que ça a été dit tout à l'heure, donc la phase d'identification en quelque sorte avec des analyses de risque, des audits, des constats. Parce qu'en fait l'objectif, ça a été dit tout à l'heure, c'était extrêmement important, c'est qu'il va falloir bien comprendre son environnement, celui auquel on est exposé, pour après identifier des mesures de sécurité qui seront adaptées en fait. Et c'est vraiment bien ça le thème, c'est avoir des mesures de sécurité qui sont adaptées. Quand on dit des mesures de sécurité adaptées, on pourrait les identifier de différents types en réalité. Quand on dit cybersécurité, on a un peu naturellement et toujours en tête des choses très complexes d'ordre technique. Il y en a, c'est vrai. Je ne vous cache pas que des mesures de sécurité reposent en bonne partie sur des outils, des équipements, réseaux, firewall, etc., VPN, donc qui sont très techniques, on est d'accord. Mais on a aussi, il ne faut pas l'oublier, le caractère humain qui est extrêmement important, à savoir donc des mesures cette fois-ci qui vont être organisationnelles et comportementales, comme ne serait-ce que définir une organisation et des profils et des compétences de la sécurité de l'information qui vont comprendre ces sujets, comprendre ces considérations, être en capacité également d'en discuter avec les métiers, donc des collectivités territoriales, pour vraiment bien être en mesure, justement, comme on le disait, donc d'adapter les mesures de sécurité, mais des postures, des procédures. Voilà, je dirais qu'en fait, encore une fois, dans le dispositif, ces mesures de sécurité organisationnelle et comportementale sont très importantes, voire même, parce qu'on parlait de tiers tout à l'heure, dès lors que l'on va sous-traiter ou que l'on va déléguer, de pouvoir introduire, notamment dans les contrats, ce genre de considérations telles que la protection de données ou des engagements de services, c'est extrêmement important, effectivement. Et donc, du coup,
cette logique est embarquée après concrètement pour réagir ou détecter des incidents de sécurité. Là, on revient sur des considérations techniques d'une part, organisationnelles également et des process. Et pour boucler la boucle, ce qui reste effectivement très important, c'est justement l'anticipation, mais au travers donc de la formation, de la sensibilisation, qui sont donc des vecteurs extrêmement importants parce qu'en fait, on le dit toujours, la cybersécurité passe en premier lieu par l'humain, par son comportement et sa façon à utiliser des moyens qui lui sont mis à disposition. Je dirais, c'est extrêmement important donc, de rester vigilant sur ces considérations. Donc voilà, donc c'est vraiment cette roue, on peut le dire comme ça, cette logique qui est mise en place par les acteurs donc, de la cybersécurité et qui est proposée justement aux collectivités territoriales au travers de différents supports. Merci pour ces précisions, Mathieu Hennebeau. Alors, je me tourne vers WeTechCare. On accompagne depuis longtemps des collectivités sur des stratégies d'inclusion numérique. Alors, pourquoi la prévention des risques numériques est-elle une question d'inclusion numérique ? Tout à fait. Donc chez WeTechCare, on a accompagné depuis 2016 une cinquantaine de collectivités dans leur stratégie d'inclusion numérique. Dans le cadre des phases de diagnostic territorial qu'on mène pour construire ces stratégies, la prévention des risques en lien avec la sécurité en ligne, ça remonte systématiquement comme un enjeu sur lequel les acteurs locaux doivent se mobiliser. Et en fait, c'est un enjeu qu'on va retrouver à deux niveaux. Au niveau des publics, et en particulier des publics éloignés du numérique, le sujet, c'est que d'une part, en fait, les risques liés à la sécurité en ligne peuvent être un réel frein à la progression, au développement de compétences. Et d'autre part, les publics les moins aguerris au numérique sont également les plus exposés aux risques d'arnaque et de piratage. Et du point de vue des personnes qui les accompagnent, professionnels ou bénévoles, là, le sujet, en fait, c'est de disposer des moyens et des outils pour pouvoir accompagner ces publics et lever les risques. Et un exemple très concret, c'est que nous sommes intervenus en Guadeloupe dans le cadre d'une stratégie d'inclusion numérique. Pour cela, nous avons mené des entretiens avec tous les acteurs qui sont mobilisés sur ces enjeux, que ce soit des opérateurs de services, des collectivités, des médiateurs numériques ou encore des réseaux associatifs. Tous étaient concernés par les enjeux de prévention des risques liés au numérique et nous avons du coup intégré ces enjeux-là dans un grand programme de formation à destination de ces acteurs. D'autres initiatives de WeTechCare pour aider les collectivités à agir sur ce sujet de la cybersécurité ? Oui, tout à fait. Donc, en gros, notre rôle chez WeTechCare, une fois que ces stratégies sont construites, donc après avoir posé le diagnostic et identifié les axes prioritaires, ça va être de mobiliser, former et outiller les acteurs qui interviennent auprès des publics éloignés du numérique. Et donc là encore, on a une approche un peu à deux niveaux. Le premier niveau, en fait, c'est de donner les moyens à ces accompagnants de pouvoir aider leur public. Donc, les moyens, concrètement, ça va être des ressources pédagogiques, des formations, soit des formations en ligne, soit des formations en présentiel. Donc, tout cela s'appuie sur notre plateforme Les Bons Clics qui est accessible gratuitement et sur laquelle d'ailleurs on a la chance aussi de pouvoir relayer des contenus de cybermalveillance. Voilà. Et puis par ailleurs, on va aussi en fait aider les accompagnants à sécuriser leurs pratiques et on sait aujourd'hui qu'il y a des outils qui sont déployés pour cela, notamment Aidant Connect ou encore des outils de la CNIL qui permettent d'accompagner dans un cadre sécurisé. Très bien, merci Maïtena. On arrive au terme de cette première étape de notre conférence. Un mot de conclusion sur finalement comment les petites villes ou d'une manière plus générale les collectivités finalement peuvent se défendre face à ce risque cyber. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont complémentaires. Globalement, effectivement, déjà la prévention. Alors, il n'y a pas d'outils qui permettent d'être sûr à 100% par rapport au risque informatique. Donc c'est une somme de gestes, c'est une somme de procédures, c'est une stratégie à définir. Elle peut être outillée et effectivement, on s'est rendu compte que les situations en mobilité introduisaient de nouvelles problématiques de risque. Moi, je tiens à dire aussi la qualité des opérateurs qu'on a en France, puisque suite au Covid, suite aux différents conflits qu'on voit, le fil Internet n'a pas été rompu. Et ne dire que ça, comme c'est important, ça montre aussi tout le travail en amont qu'on ne voit pas, fait par l'ANSSI, fait par les opérateurs par rapport à cela. Bon, par contre, très clairement, le risque, il faut vivre avec, le risque, il va évoluer, et donc, il faut insuffler une culture du risque au niveau des structures, en essayant de mutualiser les réponses, mais en les contextualisant toujours, parce que il n'y a pas de grandes, de petites villes. Il y a des petites villes différentes, des villes différentes avec des modes d'organisation différents, etc. Et puis, le facteur humain est important à trois niveaux. Premier niveau, effectivement, tout simplement la structure en tant que telle,
parce qu'effectivement, il faut que nos personnels aient les bonnes procédures, qui ne mettent pas en danger l'organisation par leur travail quotidien. Deuxième niveau en tant que citoyen, parce que ce risque, il est général. Et avec le télétravail, on voit bien qu'il y a une interconnexion, des fois indirecte et des fois même directe, entre le travail à la maison ou ailleurs et puis le travail au domicile. Et puis aussi, outiller et défendre tous ces travailleurs sociaux, parce qu'effectivement, c'était une autre demande aussi des collectivités, et notamment des petites villes de France, qui était de permettre aux acteurs sociaux de faire leur travail sans risque juridique majeur, parce que ça fait partie aussi de l'univers et du paysage, parce que très clairement, et sur le Aidant Connect, n'a pas eu la montée en puissance que nous espérions et que nous escomptions, parce qu'il faut protéger aussi ceux qui protègent les autres. Ça a l'air de rien, mais imaginez qu'un travailleur social fasse hacker le compte de personnes qui suivent, etc. Préjudice pour les personnes suivies, mais également préjudice pour l'acteur social. Et je le dis d'autant plus parce que je connais aussi l'action de Whitaker dans cet enjeu humain, n'oublions pas tous ceux qui travaillent aussi pour cette inclusion. Belle transition pour Monsieur Verdier. Vous voulez dire quelque chose? Oui, une dernière phrase également par rapport à cybermalveillance.gouv.fr. Nous accompagnons beaucoup d'élus aujourd'hui, beaucoup de collectivités territoriales, et effectivement, nous misons énormément sur 3 axes d'action: informer, sensibiliser et accompagner. Et à notre niveau, c'est déterminant de pouvoir fournir aujourd'hui aux élus et aux agents de la fonction publique territoriale face à ces enjeux qui deviennent de plus en plus cruciaux. Malheureusement, l'actualité se fait trop régulièrement l'écho de petites, moyennes ou voire de grandes collectivités qui sont ciblées par des cyberattaques. Un ensemble d'outils en matière d'information, de méthodologie, comme le guide que nous avons coproduit avec la CNIL sur les obligations et les responsabilités des collectivités territoriales en matière de cybersécurité, comme les fiches réflexes, les premiers réflexes en cas de cyberattaque que nous avons également produits. En matière de sensibilisation, nous avons produit et nous laissons à leur disposition une méthodologie clé en main pour pouvoir sensibiliser les agents de la commune, ainsi que la conception et la mise à disposition au sein du catalogue du CNFPT d'une e-sensibilisation sans cyber sur un format ramassé un peu plus d'1h30 qui vient utilement compléter le MOOC de l'ANSSI, ainsi que les parcours cybersécurité que propose PIX et qui est basé sur 3 modules: comprendre les attaques cyber, agir au quotidien aussi bien de manière transverse que dans mes usages téléphone, réseaux sociaux ou distinguo entre usage pro et perso, et enfin un 3e module: transmettre pour, en tant qu'agent de la fonction publique, devenir à mon tour, aussi bien dans un cadre privé que dans un cadre professionnel, voire avec des administrés, comment devenir à mon tour un relais de cette compréhension et de ces bonnes pratiques. Donc, et dernier axe, l'accompagnement, et c'est ce que nous proposons aux collectivités au travers du label Experts Cyber, avec plus de 200 labellisés Experts Cyber aujourd'hui, qui sont compétents en matière d'installation, de maintenance et de réponse à incidents, avec une expertise vérifiée par l'AFNOR et la possibilité d'être mis en relation avec l'un de ces 200 labellisés par le biais du parcours de sécurisation que nous proposons sur la page d'accueil de cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, donc finalement, on n'est pas complètement isolé. Il y a ces contenus, ces accompagnements qui peuvent être d'un recours utile, et puis surtout d'anticiper le plus possible ces sujets-là. On glisse vers le sujet du coup du grand public. Voilà, on est tous victimes au quotidien quasiment de malveillance en ligne. Jean-Michel Morer, comment les petites villes, les collectivités peuvent-elles aider leurs concitoyens à lutter contre ce risque cyber? Déjà en faisant de l'inclusion, parce que ça commence aussi par ça. Et je ne suis pas forcément... le risque cyber ne touche pas que ceux qui sont loin du numérique, parce qu'il y a pas mal de gamers qui, avec le smartphone, laissent pas mal de données, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un problème d'appréhension du numérique ou pas, c'est une attitude prudentielle à avoir. Bon, 2 exemples. Hein. On a eu le Covid. Le Covid a été riche en enseignements. Il faut un peu s'inspirer des enseignements qu'on a tirés du Covid, parce qu'effectivement, il faut prévenir. Et après se faire vacciner avec des outils, etc. Et puis peut-être avoir des approches différenciées. On peut prendre aussi le code de la route. La route, c'est dangereux.
Il y a un code, quand on traverse un passage piéton, il y a une attitude préventive à avoir. En fait, on se rend bien compte que la meilleure préparation de nos citoyens, c'est de leur insuffler cette culture du risque. Dire tout simplement, c'est un des nouveaux paramètres à intégrer. Il est important. Le risque va évoluer. On parlait tout à l'heure des objets connectés. C'est une grosse préoccupation des collectivités. Parce que la domotique, le fait qu'il n'y ait plus de cuivre bientôt, tout passera soit par la fibre, soit par les ondes, amène également des changements de modèles à envisager. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, de toute manière, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas avoir l'outil qui nous protégera de tous. Donc, la meilleure service qu'on peut rendre à nos concitoyens, c'est de les préparer et de les accompagner. Et la notion d'accompagnement est essentielle. Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, effectivement, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas resteront au bord du chemin. Donc, on voit bien que le meilleur service qu'on a, et cet accompagnement passe par la formation de nos personnels, de nos agents. Le plan Conseil numérique France Service, pour ça, a été une vraie opportunité pour le territoire. Mais on voit bien qu'on est au début du film, qui est en fait un feuilleton. Et donc, préparons les épisodes suivants. C'est pas du storytelling, c'est la triste réalité. Mais je pense que c'est le meilleur service. Le meilleur service, c'est ça. C'est vivons avec, préservons-nous. Il y a des procédures, des gestes clés. Trop de technicité tue le message. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce qui nous a amené à être partenaire de cybermalveillance, c'est la qualité et la réflexion, on va dire, non pas sommative et qui éloigne les gens de ce qu'il faut intégrer, mais de l'urgence absolue d'avoir les bons réflexes au bon moment. Et ça fonctionne, y compris dans votre commune, vous arrivez à ramener les gens dans des dispositifs ? Nous, on a des dispositifs. En plus, on a, avec un autre opérateur, développé une approche, on va dire, sur tout ce qui est environnement numérique. Mais je crois, moi, beaucoup, plus que les outils, travailler sur les usages, sur les attitudes par rapport au numérique. Et oui, dans notre commune, mais j'aurais tendance à dire oui, on agit. Est-ce qu'on agit assez ? Non, bien évidemment. Mais oui, de toute façon, cette problématique technologique, on ne l'abordera, ne la résoudra que de manière sociale, par l'approche sociale, par l'innovation sociale, par les acteurs sociaux, par l'accompagnement. Et c'est pour ça aussi sur la PVF, on a une petite différenciation avec beaucoup d'associations de collectivités. On parle plus d'inclusion que d'inclusion numérique. Parce que, en fait, toute cette problématique, c'est une problématique d'inclusion. Le numérique, avec le développement de l'IA, avec le développement des assistants, on va dire que la difficulté technologique va s'autodétruire. Par contre, restera l'axe central et majeur qui est l'inclusion. Et c'est du 360 degrés. Ça demande des acteurs formés, ça demande des acteurs présents sur le territoire, des acteurs qui n'ont pas la vérité, qui ont le doute. C'est par le doute qu'on avance. Oui, il y a l'inclusion numérique, c'est plutôt aujourd'hui l'inclusion à l'ère du numérique. Ou l'inclusion aux usages. Aux usages. Laurent Verdier, cybermalveillance.gouv.fr, agit aussi auprès des particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces missions ? Bien sûr, vis-à-vis du grand public, j'ai envie de dire c'est dans notre ADN. Depuis le lancement de la plateforme en octobre 2017, nous travaillons au quotidien sur tout type de support, articles, fiches mémo, fiches réflexes, le kit de sensibilisation, toutes les infographies que nous produisons, que nous mettons à disposition gratuite du grand public sur les réseaux sociaux avec Facebook, X maintenant, Twitter, LinkedIn. Voilà, nous communiquons sans cesse et surtout dans un langage accessible et compréhensible par tous. Nous nous adressons au commun des mortels. Alors, ça ne veut pas dire qu'un ingénieur en cyberdéfense Bac+25 ne peut pas venir sur notre plateforme, il sera le bienvenu. Et ils viennent souvent d'ailleurs pour utiliser nos contenus de sensibilisation vis-à-vis de leurs utilisateurs. Mais si vous voulez, cette accessibilité, ce souci d'inclusion, on pourrait le dire, est notre ADN en quelque sorte depuis le lancement de la plateforme. Donc, les dernières productions qu'on a réalisées avec nos membres et que je souhaiterais mentionner, c'est le Cyberguide Famille qui est sorti fin 2022, dans lequel vraiment on a mis tout notre savoir-faire en matière de simplicité, d'attractivité pour tenter de réintroduire un petit peu le dialogue dans un cercle familial avec des jeunes parfois qui vont plus vite, plus loin et plus fort et qui ne sont pas pour autant
pas ciblés par des attaques cyber, ou plus à l'aise avec la manière de s'en protéger, vouloir recréer un peu ces échanges intergénérationnels sur les principales menaces et surtout sur les bons usages. Nous avons également en 2023 repris le pilotage du Cybermois, qui est un événement donc, qui en est à sa 11e édition aujourd'hui, qui a été initialement impulsé par l'Union européenne. C'est que chaque État membre est invité tous les mois d'octobre à sensibiliser l'ensemble de ses concitoyens. Et c'est ce que nous avons fait cette année avec une édition originale. Et je tiens à saluer mon service communication pour tout le gros travail qui a été fait en termes de relecture et d'innovation par rapport aux choses proposées, avec un quiz, avec l'opération Cyber Responsable. Donc oui, le grand public est une grande préoccupation et nous nous efforçons tous les jours de répondre à leurs attentes. J'ai une question ardue pour vous, mais pour nous tous en fait. C'est comment faire pour sensibiliser à des risques cyber des gens qui ont déjà peur de se lancer sur le numérique? Alors, je vais me permettre de continuer parce que c'est une thématique qui me touche de près, dans le sens où, quand j'ai intégré le dispositif cybermalveillance.gouv.fr en septembre 2020, j'ai rapidement fait des interventions au profit des acteurs de l'inclusion et de la médiation numérique. Cet écosystème que nous connaissions très très peu à l'époque. Et les mois passant, je me suis rendu compte, en discutant avec ces acteurs, qu'ils connaissaient déjà nos contenus, qu'ils les appréciaient, mais que pour leurs usagers, ces contenus, même simplifiés, étaient encore trop verbeux. Et leur besoin, c'était vraiment que l'on mette à leur disposition, qu'on mette à leur disposition des outils originaux, simplifiés, avec beaucoup d'illustrations, avec une optique pédagogique, pour leur permettre de pouvoir passer ces connaissances et ces bonnes pratiques à leurs usagers. Le fait que l'ANCT ait rejoint le dispositif début 2022 a facilité ce travail, puisqu'elle nous a chargé de réaliser une mallette d'outillage destinée à la fois aux conseillers numériques pour leur permettre de s'acculturer et d'actualiser leurs connaissances en matière de cybermalveillance, mais également qui inclut des supports et une activité pédagogique sous forme de jeu pour leur permettre de monter des ateliers et de pouvoir ainsi mieux transmettre ces éléments à leurs usagers. Et nous avons sorti cette mallette à l'occasion du numérique en commun de Bordeaux qui s'est déroulé en octobre dernier. Et les plans de cette mallette, des plans prêts à l'emploi et des plans pour les fabricants qui sont un peu plus élaborés, sont à disposition gratuitement en licence ouverte sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr au sein d'une rubrique que nous avons créée à l'occasion du NEC pour les acteurs de l'inclusion et de la médiation, ainsi que sur la base d'intérêt général, qui est la plateforme montée et opérée par la NCT dans un but d'intérêt général. Jean-Michel Morin, une réaction, puis après Maïté. Je dirais plus simplement par la médiation humaine et par le social, par les acteurs de terrain. On a les ressources, on a les outils, on a le savoir-faire, et on a un public qu'il faut toucher, rétif ou pas d'ailleurs. Et ça veut dire que la médiation humaine, elle peut prendre plein de chemins, mais ça prouve aussi l'importance d'avoir des acteurs de terrain, des acteurs sociaux, à la fois pour l'inclusion d'aujourd'hui, mais également pour l'inclusion de demain et pour la montée en compétences de demain, parce que nécessairement, il faudra évoluer. Et il y a des différentes typologies du public. Il y a les seniors, il y a les scolaires, il y a la problématique des écrans pour les plus jeunes, mais il y a tout ça. Et en fait, et c'est aussi la discussion que les collectivités ont eue à un moment donné avec l'État et le gouvernement sur la transition numérique, c'est que, et c'est aussi l'origine des conseillers numériques, même s'ils ne sont pas assez, c'est que sans facteur humain, sans lien humain, sans acteur de terrain, on répondra pas à cet enjeu. C'est un enjeu d'inclusion avec un I majuscule. L'outil, c'est un vecteur, c'est un élément, c'est un paramètre. Si on voit certaines GAFAM se développer et vous proposer le tout en un, le bonheur absolu en un, on aura un outil qui répondra à tous nos désirs, mais qui les répondra de manière maligne. Avec l'IA, on parle beaucoup d'IA générative, et on voit bien qu'aujourd'hui, en France, il faut surtout préserver ce réseau d'acteurs de terrain, ce réseau d'acteurs sociaux, le faire monter en compétences, le protéger, parce que effectivement, protéger les autres nécessite d'être protégé soi-même. Bien sûr. On le voit avec nos personnels. Non, la réponse, c'est l'humain. C'est l'humain. Là, vous êtes au cœur de la stratégie de Whittaker. On est sur ce sujet depuis nos premiers jours. C'est mobiliser ce réseau d'acteurs de terrain. Alors, Maïté Lascobel, quel parcours imaginer finalement? Comment engager
ces acteurs à agir et comment, avec quel message ou quelle nature de pédagogie on est capable d'embarquer tous ces publics? Oui, donc on partage chez Whittaker les convictions qui ont été abordées précédemment. D'une part, la prévention des risques, ça concerne tout le monde, pas que les publics les plus éloignés, même les plus confirmés sont concernés. Et d'autre part, il y a un enjeu à pouvoir proposer les formats les plus accessibles possibles et les plus variés pour pouvoir justement répondre aux besoins, aux profils différents qui sont concernés par cette problématique. Et donc nous, chez Whittaker, on essaye de proposer aux acteurs sociaux et au public également des formats différents d'accompagnement. Donc pour les publics les plus exclus, là nous on va mettre à disposition des acteurs qui les accompagnent des ressources pédagogiques qui peuvent être projetées dans le cadre d'ateliers collectifs et également un maximum d'exercices de mise en pratique de manipulation en environnement simulé mais très très proche d'un environnement réel pour rassurer au maximum. Ensuite pour les publics plutôt débutants, là on va déployer des parcours d'auto-formation sur une plateforme pédagogique, Les Bons Clics, qui est pensée pour être la plus visuelle possible, la plus accessible possible encore une fois, avec la possibilité aussi de s'appuyer sur un support humain à la demande, puisque voilà, le facteur humain reste clé dans l'appropriation de toutes ces notions-là. Et puis enfin, pour les publics les plus confirmés, l'idée c'est de proposer de la sensibilisation via des webinaires, des podcasts ou des formations, même si bien sûr les confirmés, c'est comme les ingénieurs diplômés Bac plus 25 qui peuvent aussi accéder à tous les autres formats. C'est pas restrictif. Et puis pourquoi en fait on essaye de proposer un maximum de formats sur mesure, c'est pour permettre aux acteurs sociaux justement de consacrer leur temps aux publics qui en ont le plus besoin et aux problématiques les plus complexes en fait, et de faire voilà, de ces ressources des vrais outils complémentaires dans leur accompagnement. Et tout ça, du coup, en bonne intelligence entre toutes les initiatives poussées par l'État, le gouvernement, les collectivités territoriales à leurs différents niveaux. On voit le rôle d'animation. Vous voulez dire un mot là-dessus ? Ce qui est important, c'est l'écosystème. Enfin, on a compris que la société est complexe, qu'on a besoin de tous les acteurs et qu'il faut fonctionner en écosystème, en interrelation, sans domaine réservé, sans segmentation des problématiques. Les problématiques sont globales, transversales et nécessitent du collaboratif. C'est l'écosystème. Mais il passe par l'humain. Et dans cet écosystème, il y a les entreprises, voilà, et le rôle historique de SFR. Et en son sein, une fondation. Alors, Marie Lermelin, comment cette fondation contribue-t-elle aussi à cet enjeu ? Ouais, alors je vais moins parler de l'entreprise en fait que de l'associatif, parce que la fondation SFR, sa conviction depuis 2006, depuis sa création, c'est qu'il faut passer par le terrain, par l'humain, pour faire bouger ces sujets d'inclusion numérique qui sont vraiment notre cœur de cible chez la fondation SFR. Et de manière complémentaire avec tout ce qui a déjà été dit sur l'accompagnement des publics, on a, avec nos années d'expérience, la conviction qu'il y a des accompagnements qui doivent se faire de manière adaptée auprès de certains publics. Et d'ailleurs, ça rejoint, je pense, un certain nombre de propos qui viennent d'être énoncés. Et je vous parlerai de deux publics, les publics les plus éloignés du numérique d'une part, et le public jeune d'autre part, qui pour des raisons tout à fait différentes doivent se voir accompagnés de manière tout à fait adaptée et dédiée. Sur les publics les plus éloignés du numérique, donc Whittaker évidemment, dont on est partenaire depuis sa création avec Les Bons Clics et tout ce que vous venez de décrire, Maïtena, a déployé un arsenal de dispositifs. On est également co-créateur de Emmaüs Connect, qui est une association qui est très présente sur le terrain et qui œuvre pour équiper, connecter et accompagner les publics les plus éloignés du numérique, donc vers le numérique justement. Depuis 2020, l'association a noté que l'un des freins majeurs à ces formations du numérique, c'était justement les dangers du numérique. C'est-à-dire que quand ils allaient vers les bénéficiaires proposer une formation, je suis désolée, j'ai un problème avec mon siège, je vais arrêter de bouger. Quand ils allaient donc proposer une formation, parfois, et dans la majorité des cas, on leur opposait « Ah ben non, moi je veux pas créer d'adresse mail, le numérique c'est trop dangereux ». Et donc à partir de là, ils ont décidé d'embarquer dans toute leur formation la composante risque du numérique. Et c'est le cas depuis maintenant 3 ans. Et je vais vous donner deux exemples très concrets sur la manière dont ça peut se traduire sur les mots de passe, par exemple.
Le conseil qu'Emmaüs Connect va donner à ses bénéficiaires, c'est de créer des mots de passe sous forme de phrases qui leur est propre, qui peut être quelque chose de très simple. Je vais au marché, par exemple, ou plutôt je vais 3 fois au marché, parce qu'il vaut mieux qu'il y ait un chiffre. Et pourquoi sous forme de phrase ? Parce que ça répond à 2 enjeux. L'enjeu de la sécurité, à savoir les experts me le confirmeront sans doute, mais l'un des critères majeurs pour la sécurité d'un mot de passe, c'est la longueur du mot de passe. Et ça répond à ce public en particulier, aussi à un enjeu de mémorisation, parce qu'on a des gens qui ne vont pas souvent sur Internet, donc plus difficile de se rappeler de son mot de passe quand on l'utilise peu souvent. Et puis il peut y avoir des personnes qui souffrent de troubles cognitifs également. Donc ça, c'était l'exemple du mot de passe. Et un autre exemple que je vais délivrer là, parce que je le trouve tout à fait pertinent, quand ils les accompagnent dans la création de leur première boîte mail, ils vont évidemment leur dire vous pouvez sur cette boîte mail recevoir des mails des spams, des mails, des tentatives d'arnaque. Et leur leitmotiv, c'est si j'ai un doute, j'ai pas de doute. C'est facile à retenir et je trouve que c'est un bon message à délivrer. Si j'ai un doute, j'ai pas de doute. C'est-à-dire, si vous recevez un mail qui vous dit que vous êtes le grand gagnant de 5 000 €, j'ai pas de doute, il faut pas l'ouvrir, c'est une arnaque et voilà, je supprime. On le fait avec Emmaüs Connect, on le fait tout récemment là, depuis quelques mois avec les Restos du Cœur, qui eux aussi se sont aperçus que l'une des demandes de leurs bénéficiaires, au-delà de l'aide alimentaire qu'on connaît tous évidemment, et toute l'aide que peuvent apporter les restos, c'est qu'en fait c'était une demande très forte. Le numérique est aujourd'hui une composante majeure et indispensable de nos vies. Donc les Restos du Cœur se lancent aussi sur ces aides, accompagnés par We Take Care également et Emmaüs Connect. Et puis si je fais rapidement un saut vers les jeunes, donc là, autre besoin tout à fait différent, on le sait tous, donc ils sont immergés le numérique fait partie intégrante de leur vie, ils sont pour certains connectés 24/24 et ils sont... quelqu'un le disait tout à l'heure, en fait, pas moins exposés, au contraire plus exposés parce que très présents sur les réseaux sociaux. Et on peut se dire c'est une génération native numérique et en fait non, en fait il faut délivrer les clés du mieux vivre ensemble sur le numérique et c'est l'objet de l'association Génération Numérique, donc dont la fondation SFR est partenaire depuis cette année. Donc Génération Numérique, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, intervient dans les collèges, dans les lycées, auprès donc des élèves mais aussi des parents. Et aussi auprès des associations et du corps enseignant, puisqu'il faut que encore ce souci d'embarquer tout l'écosystème, parce que ça ne suffit pas de former les jeunes, il faut aussi former les parents qui peuvent être démunis justement face à l'usage que peuvent faire les jeunes des réseaux sociaux. Et donc on va les accompagner là, cette rentrée pour déployer auprès de 4000 jeunes des quartiers prioritaires une formation qui est un peu différente de ce qu'on pourrait retrouver pour le grand public parce qu'elle aborde des thématiques liées à l'e-réputation, par exemple. Donc il y a toujours je sépare vie professionnelle, vie personnelle, je n'utilise pas les mêmes mots de passe, etc. Mais il y a aussi une grande composante haine en ligne, harcèlement. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur le numérique ou pas ? Et puis toute la problématique autour de la désinformation. Je suis immergée tous les jours d'images sur les réseaux sociaux. Comment je sais que cette image qu'on me délivre est une image non truquée par l'IA, mais aussi recontextualisée correctement. Donc voilà, quelques conseils délivrés à ces jeunes de manière plus générale sur les dangers du numérique. Merci Marie. Alors je vais demander l'aide de la régie parce qu'on est censé avoir une communication avec Madame Martinez, Camille Martinez. Voilà, vous êtes là. Est-ce que vous nous entendez, Madame Martinez ? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette conférence. Alors, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous présenter votre action au sein de l'association Florimond ? Oui, donc je suis bénévole auprès de l'association Florimond depuis bientôt 2 ans
Et l'objectif, c'est de l'inclusion numérique, c'est-à-dire c'est aider des publics qui souvent sont des publics éloignés de l'informatique. Alors, publics âgés ou publics qui ont dit allophones, hein, qui parlent plus ou moins français, qui comprennent plus ou moins bien le français, et les aider à utiliser finalement dans leur vie de tous les jours. C'est soit leur ordinateur pour, je dirais, les plus avancés, soit vraiment le téléphone parce qu'ils ont besoin de prendre rendez-vous chez le docteur, parce qu'ils sont sur les réseaux pour beaucoup. Donc voilà, leur apprendre à se débrouiller avec les outils d'aujourd'hui. Alors, est-ce que le risque cyber est un frein particulier sur lequel vous avez travaillé pour les engager dans cette formation vers plus d'autonomie numérique ? Alors, je dirais, quand les publics s'adressent à nous, leur première demande, c'est pas sur la sécurité, c'est vraiment de savoir utiliser l'outil. Mais finalement, très rapidement, alors ils sont conscients, à la fois ils sont conscients des dangers, mais ils ne mesurent pas forcément en quoi eux pourraient être touchés. Donc, sur des publics qui sont vraiment très éloignés et qui utilisent très peu l'informatique, qui la méconnaissent, effectivement, c'est un frein parce que ils vont avoir peur d'aller faire leur démarche. Ils vont avoir peur des arnaques. Ils savent qu'il y a des arnaques, mais ils sont démunis parce qu'ils ne savent pas vraiment par où ça va passer. Ils ne se font pas confiance pour naviguer. Donc ça, sur ces publics-là, finalement, ce que nous essayons de faire, c'est plutôt de leur donner des mesures concrètes. Là, tout à l'heure, j'entendais parler de mesures pratiques, de ne pas avoir un langage trop technique, parce que ça ne sert à rien. Donc, dans les mesures vraiment pratiques, c'est effectivement apprendre à reconnaître des messages d'arnaque. Ça, il y a beaucoup d'outils développés, très bien développés par les bons clics et d'autres acteurs qui nous permettent de les aider là-dessus. C'est sur les navigateurs. Alors, je ne ferai pas de publicité pour un navigateur ou un autre, mais il y a des navigateurs qui permettent de noter des options pour s'assurer qu'on est sur un site HTTPS. Alors, expliquer à quelqu'un qui connaît peu l'informatique ce qu'est un site HTTPS, certes, je ne sais pas s'il en retiendra grand-chose. Par contre, aller bloquer sur son navigateur le fait site HTTPS uniquement, ça sera efficace. C'est surtout ce qui est effectivement aussi les mots de passe. Alors, j'entendais la pratique tout à l'heure partagée sur les mots de passe avec les phrases, qui est une très bonne pratique. Merci de nous la rappeler. Ce que je leur conseille souvent, c'est le petit carnet, surtout sur les populations qui sont un petit peu plus seniors. C'est le carnet et pas le fichier Excel, qu'ils connaissent très peu d'ailleurs, mais pour noter leurs différents mots de passe, ne pas les oublier, leur expliquer aussi de différencier les adresses e-mail. Ok, on a une adresse e-mail officielle qui est pour les impôts, pour la sécu, etc. Mais si je vais sur un réseau social, eh bien c'est peut-être mieux de me créer une autre adresse e-mail qui ne sera pas la même, pas avec le mot de passe, et sur laquelle je converserai sur mon réseau social avec mes amis. Madame Martiez, une dernière question. Pour vous qui êtes une personne bénévole, l'appropriation de ces compétences sur la sécurité informatique, ça a été quelque chose de compliqué ? Alors, bon, je suis un ex-informaticien, donc voilà, non. Je continue à suivre beaucoup de conférences sur la cybersécurité à titre personnel. Non, c'est pas compliqué. Par contre, il faut rester au courant en permanence parce que ça évolue très vite. Mais
on a des outils et oui, je remercie les bons clics d'ailleurs, parce qu'ils nous offrent pas mal de bons outils. Donc voilà, je pense qu'on peut le faire. Et merci à vos conférences de continuer à sensibiliser à la question. Merci beaucoup, Camille Martinez, pour votre participation. On peut être bénévole et compétent. C'est une bonne nouvelle. Alors, il va falloir qu'on conclue cette émission. On a quelques questions du public et ces questions sont assez évidentes. Est-ce que vous avez quelques bons tips ou quelques bons conseils pratiques pour nos concitoyens? Alors, deux conseils différenciés pour les collectivités et puis pour les citoyens. Pour les collectivités, ne pas négliger tout ce qui est infra. Et ça demande de la montée en compétences, mais il faut sécuriser absolument le fil Internet. Ça veut dire avoir une ligne qui est sécurisée peut-être, parce qu'on rend des services à nos concitoyens. Nous, on a maintenant une ligne sécurisée, parce qu'on a eu vraiment des gros problématiques d'interruption du service, etc., et qui fait que la mairie était en panne. Et là, le risque cyber, c'est ça aussi. Après, effectivement, se former ou mutualiser les approches. Et c'est aussi un enjeu pour les associations d'élus, c'est contribuer à ce que l'écosystème monte en puissance et en compétences dans les territoires. C'est un véritable enjeu. Le label rappelé tout à l'heure est une garantie que le prestataire est bien formé. Ce label, 200 labellisés, ça ne suffit pas. Ça ne correspond pas à la réalité du territoire. Et là, il va falloir appuyer et pousser sur le curseur. Par rapport aux concitoyens, c'est de se rapprocher des acteurs locaux qu'il y a dans les collectivités. Je rappelle que la première maison France Service, c'est la mairie, et c'est important, et les politiques sociales et d'inclusion qu'il y a fait. Parce que la bénévole qu'on vient d'entendre, elle est là, elle est présente, elle est dévouée, elle se forme, elle peut répondre à la demande. Elle est confiée à quelqu'un, et moi je tiens à saluer tout le travail fait par Cybermalveillance, effectivement d'aller chercher à l'outil. Ça demande déjà d'être au courant. Donc, le rôle des collectivités, c'est relayer les bonnes adresses. Mais c'est également aller chercher, et dans tous les outils, il faut qu'il y ait des parcours d'utilisateurs par rapport à ça, trouver le bon outil. Donc, j'aurais tendance à dire, surtout à nos concitoyens, c'est que le risque, c'est un élément de la vie quotidienne, c'est un paramètre de la vie quotidienne. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'appréhender et en faire de risque un paramètre, un élément. On prend la voiture, on traverse les passages piétons, c'est dangereux, il y a du risque, mais on se forme et surtout une attitude prudentielle qui est adaptée au contexte. Maintenant, l'informatique, c'est ça aussi. Il y a un code de la route, il y a des chauffards, et à partir de là, il y a des attitudes prudentielles qu'il faut conjuguer au présent. On l'a vu avec le Covid. On peut apprendre très vite. C'est cette culture du risque et cette appréhension qui est ne pas en avoir peur, ne pas le refuser, mais tout simplement se préparer à l'affronter et être résilient pour pouvoir bien rebondir. Et c'est le rebond qui est le plus important quand on a été touché. Mais je note le bon conseil d'aller dans sa mairie pour aller chercher de l'information. Voilà. Et c'est important de préciser. Un petit mot de conclusion et puis peut-être un tips ou une remarque finale par rapport à... Oui, un petit mot de conclusion. D'abord, merci pour cette invitation. Je le réitère, mais c'est vraiment très sincère. C'était un grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui et avec les acteurs réunis autour de cette table. Pour tous nos publics, ainsi que les personnes éloignées du numérique, mais surtout par l'intermédiaire des médiateurs, déjà ne pas oublier qu'en cas de doute, en cas d'attaque, cybermalveillance.gouv.fr vous offre la possibilité de réaliser ce qu'on appelle un parcours d'assistance victime qui se découpe en 3 paliers principaux. Le premier, ça va être d'établir avec la victime, par un petit jeu de questions-réponses non techniques, je le répète, un diagnostic de ce qui se passe, mettre un nom sur la cybermalveillance, ce qui va nous permettre ensuite d'adresser à la victime un ensemble de recommandations d'urgence. En sécurité routière, on parle d'éviter le suraccident, c'est le même principe. On va lui adresser un ensemble de recommandations, prévenir ses contacts, appeler son banquier, bloquer ses moyens de paiement, changer ses mots de passe. Voilà, pour éviter que, parce que quand on est victime d'une cybermalveillance, c'est la panique à bord, vraiment d'aggraver la situation. Et enfin, troisième chose, on va également lui proposer un ensemble d'orientations
propres à cette cybermalveillance. Si je vous parle de la plateforme Perceval, de la plateforme Thésée, de Signal Spam, de e-enfance avec le 3018 pour tout ce qui concerne le cyberharcèlement, c'est cet ensemble de services qu'on va porter à la connaissance de la victime pour qu'elle obtienne des informations supplémentaires, une écoute adaptée ou encore qu'elle puisse signaler les faits. Et enfin, dernier temps, la mise en relation, toujours si elle le souhaite, avec un prestataire informatique référencé. Ces prestataires informatiques qui nous accompagnent depuis le début, qui ont adhéré à une charte de qualité sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Ils sont plus de 12 000 en France, qui nous accompagnent et qui aident nos publics quand ceux-ci sont impactés et ont besoin d'une assistance technique. Donc ça, c'est très important, effectivement, de le savoir. Et enfin, pour terminer, et j'en resterai là, les cybermalveillances ne sont pas une fatalité. C'est en étant unis et en étant solidaires qu'on peut mieux s'en prémunir. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à tous les acteurs de l'inclusion et de la médiation qui œuvrent aujourd'hui au profit de leurs concitoyens. Il faut quand même rappeler que, d'après les derniers chiffres publiés par l'ANCT, ce sont près de entre 15 et 16 millions de nos concitoyens aujourd'hui qui sont, pour des raisons X ou Y, en décrochage ou en posture d'incompréhension ou en posture anxiogène avec le numérique. Et ça, il faut vraiment avancer là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Verdier. Marie Lermelin, un petit mot de conclusion. Peut-être pour vous dire que, en fait, chacun peut se trouver un peu, en premier lieu, démuni face à ces problématiques et se dire « Oh là là, la cybersécurité, déjà, je ne maîtrise pas trop l'informatique, c'est pas pour moi ». Et en fait, j'espère que cette webconférence, elle aura levé ça, c'est-à-dire c'est l'affaire de tous, de tout un chacun. Et il y a tout un tas d'acteurs, et dont un certain nombre sont autour de la table, qui ont essayé vraiment d'œuvrer pour que, de manière très pédagogique, on donne des outils pour que tout un chacun, justement, puisse avoir les premiers bons réflexes, et pour les agents des collectivités, puissent aider tous les administrés. Donc oui, c'est l'affaire de tous. Évidemment, on est vraiment au début de l'histoire. Je pense que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière webconférence qu'on organisera, Jean, sur ce sujet-là. Et puis c'est des matières qui évoluent tous les mois, tous les ans. Et je pense que si on se retrouve dans 6 mois, peut-être qu'il y aura une nouvelle forme de malveillance sur Internet qui émergera. Donc il faut juste se dire que les premières bonnes pratiques sont à la portée de tous. Il y a des outils qui existent. Allez les voir et vous verrez que vous les comprendrez, parce qu'elles sont faites justement pour que chacun et pas les techniciens, les ingénieurs puissent œuvrer. Et effectivement, c'est collectivement qu'on arrivera à contrer la menace. Merci Marie, merci SFR. Quelle chance de pouvoir évoquer ces sujets dans un lieu qui nous donne les moyens de produire des contenus de qualité. Voilà, merci Jean-Michel Forer, merci à la PVF d'avoir permis cette conférence. Merci et bravo à cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, vos contenus et votre action est là pour nous aider au quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a donné quelques clés pour pouvoir progresser sur ce sujet. On voit que la formation au numérique est un film au long cours, comme vous le disiez. Et puis à très bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir.